Donc, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, en fait, on va aujourd'hui aborder une thématique un petit peu, on va dire, on a envie d'en savoir plus sur tout ce qui est 360 et puis VR. Dans ces thématiques-là, on en parle beaucoup et puis on veut savoir qui le fait vraiment et comment ça se passe. Et avec nous, on a deux invités d'honneur, Jean Le Borgne et Christian Cousquier. Et je vais vous laisser vous présenter tous les deux déjà, dans un premier temps, très rapidement. Moi, je me présenterai en fait dans ma présentation, donc je vais laisser Christian s'il veut se présenter. Alors, moi, je suis expert en technologie de l'information et de la communication à la Direction nationale des usages du numérique du CNAM et je suis chef de projet technique sur plusieurs projets qui a trait à l'image 360, la vidéo 360 et la réalité virtuelle. Voilà. Merci Christian. C'était pour quand même présenter nos deux personnalités aujourd'hui. Et on va commencer avec Jean sur justement le sujet de la création et du déploiement de contenu vidéo 360. Je te laisse la parole pour 20 minutes de présentation. Je vais partager mon écran. Hop, vous me direz si vous voyez bien la présentation. C'est bon pour vous? Super. Ok, donc on va partir sur un survol en fait de ce que c'est que la vidéo 360, aussi bien en tant que médium que en tant que production, comment on crée en fait une vidéo 360 et puis comment on la déploie, c'est-à-dire comment on la diffuse auprès des publics cibles. Donc, d'où est-ce que je parle? En fait, nous, on est à la fois une association, France Immersive Learning, qui a été fondée par le CNAM, l'UPEC, Orange, Natixis, Défi Métier et la GFIP, Défi Métier étant un CARIFOREF. Et la GFIP, c'est l'association qui s'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap. Et maintenant, on est à peu plus de 130 membres avec beaucoup de producteurs et de créateurs de contenu. Et en fait, on a un lab qui est la structure opérationnelle qui appartient à l'association. Et cela, globalement, a une offre de service classique, depuis le conseil à la stratégie, au pilotage de projet et en fait, de façon générale, au déploiement et au support à l'usage. On a en fait un socle de formation qui est le seul certifié Calliope sur la réalité virtuelle. Donc, on pourra revenir depuis l'acculturation jusqu'à des formations plus spécialisées comme formateur par la réalité virtuelle. Ensuite, on a de la R&D et donc on a des solutions de déploiement. Donc, on pourra en reparler si vous voulez, une application de pilotage et puis un kit vraiment pensé pour l'usage en session de formation. Donc, pour ma part, donc, je suis directeur de projet à l'Immersive Learning Lab et je me charge en particulier des projets de vidéo 360. J'ai globalement derrière moi 20 ans d'expérience dans le pilotage de projets numériques et 5 ans dans la VR. Et j'ai été aussi photographe panoramiste, donc je connais bien cette histoire de 360 depuis 1999. Donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors, on va faire un détour par la réalité virtuelle parce qu'il faut contextualiser la vidéo 360 dans la réalité virtuelle. Alors, pour décrire en fait ces médiums immersifs, car il faut bien parler de médiums, on a ce qu'on appelle le continuum de Milgram, en 1994, par un chercheur américain qui maintenant est à l'université de Toronto. Et donc, ça décrit en fait différentes technologies. À gauche, vous avez l'environnement réel, à droite, l'environnement virtuel. Donc, en réalité augmentée, la chose la plus connue, c'est Pokémon. On met son téléphone et puis ça filme le réel et il y a un petit Pokémon qui apparaît dessus. Mais on ne peut rien faire avec Pokémon. Donc, après, en fait, on augmente un peu la puissance. Là, ce sont des HoloLens. Et là, on va avoir une capacité d'interaction avec des modèles 3D projetés dans l'espace et toujours sur le réel. À l'opposé, on a la réalité virtuelle où là, on est dans un environnement complètement virtuel, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'adhérence avec le réel, si ce n'est que si on court dans l'espace réel, comme on courrait dans l'espace virtuel, on se prendra un mur. Donc, il y a quand même une adhérence entre réel et virtuel, mais c'est un univers complètement cohérent. Et entre les deux, il y a quelque chose qui n'est pas évident à comprendre, c'est la virtualité augmentée. C'est le fait de ramener des objets du réel dans le virtuel en faisant un jumeau numérique. En l'occurrence, là, c'est un extincteur. Il y a un extincteur dans le réel, il a une masse, et puis il a un modèle dans la réalité virtuelle, et ils sont couplés.
Et dans ce continuum de 1000 grammes, il n'y a pas la vidéo 360. Donc, si il fait, on verra pourquoi, hein, parce que certains considèrent que ce n'est pas de la réalité virtuelle. Et donc, s'il fallait le placer quelque part, ben, il faudrait le placer du côté de la réalité virtuelle, car on est coupé en fait de la réalité. Donc, si on regarde la réalité virtuelle, là, on a vraiment un nouveau médium, hein, qui est immersif, tridimensionnel et interactif. C'est vraiment le fondement, et notamment l'interactivité. Donc, il y a une petite confusion parce que l'expression virtual reality a été forgée par Jaron Lanier, hein, dans les années 90, en 89, et on l'a entre guillemets mal traduite, puisque en fait virtual reality dans leurs esprits c'était quasi-réalité. Donc nous, tout de suite, on est parti sur une opposition réelle et virtuelle, et à la fin, le virtuel, c'est plus rien, et on rate la réalité de la réalité virtuelle. Donc, on ferait mieux de parler de réalité artificielle ou Antos a utilisé ce terme, réalité vicariante. On ne l'utilisera pas puisque ce sont les Américains qui fabriquent la technologie et le langage. Voilà Jaron Lanier, il est aussi musicien. Il pensait que la VR permettrait d'avoir une relation plus émotionnelle au monde. Alors, c'est intéressant in fine parce que dans le modèle ASAMR que vous connaissez peut-être, qui est un modèle qui décrit en fait l'intégration de la technologie dans la pédagogie, la réalité virtuelle a la capacité d'être en S, en A, en M et en R. Et surtout d'être redéfinitoire, on pourra en discuter. On ne peut pas voler dans la réalité, en réalité virtuelle, on peut. Ça, c'est assez important sur ce qu'est capable de faire la réalité virtuelle en termes pédagogiques. Et s'il fallait commencer à avoir une première approche, hein, donc il manque un E, en première approche, c'est l'idée de simulation, en fait. Et la simulation n'a pas besoin d'ordinateur, hein. Vous avez le Link Trainer 1929, qui était un petit avion comme ça, dans lequel le pilote s'enfermait pour apprendre à atterrir de nuit. Donc, en 1929, pas d'ordinateur. Donc, l'idée, là, c'est la simulation. Et si on vous dit qu'est-ce que c'est un simulateur, c'est soit un gars qui ment, soit un simulateur d'Airbus. Vous avez la photo à droite en bas. Donc, il s'agit bien de tromper au départ l'œil. Hein, c'est le trompe-l'œil qui remonte au baroque. On pourrait le refaire remonter avant. Mais donc, en gros, il s'agit de tromper l'essence et en premier lieu, le cerveau, pour être dans ce qu'on appelle une pseudo-réalité. Alors, il y a deux approches descriptives. Hein, je vais être obligé de rentrer dans le détail. Mais très rapidement, vous avez l'approche technocentriste qui dit eh bien, c'est la relation entre un homme et un ordinateur. Et donc, l'ordinateur est là pour simuler, en fait, en temps réel, les actions du rapport de l'utilisateur au monde. Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient m'embêter. Et sinon, vous avez une approche user-centrique qui, elle, ne va pas prendre en compte le dispositif technique. C'est là que c'est intéressant. C'est plutôt une approche psychocognitive et qui va s'intéresser à l'effet, en fait, de la réalité virtuelle. Et c'est décrit en trois illusions. Vous avez Place Illusion, qui est… alors là, je vais utiliser de l'américain parce que c'est très bien. Et eux, ils disent « be here ». Hop, on met un casque, c'est la dimension ubiquitaire, on se retrouve quelque part directement. Ça a été largement exploité dans le panorama du 19e siècle, qui était le mass medium au 19e siècle avant le cinéma. La deuxième, c'est la plausibility illusion. Ils disent c'est like life. Mais cette plausibilité n'a pas à être analogue. On peut faire n'importe quoi pourvu que ce soit plausible. Et en réalité virtuelle est plausible le fait de se rendre pour un oiseau, à partir du moment où on propose un univers cohérent et où on est capable relativement rapidement de fabriquer en fait un schème psychomoteur. Un schème psychomoteur, c'est par exemple apprendre à faire du vélo. Vous apprenez une fois dans votre vie et donc vous saurez toujours faire du vélo. Et la troisième, très importante en réalité virtuelle, c'est l'embodiment illusion, c'est le fait d'avoir un corps, c'est body transfer illusion. Donc en fait, on a un avatar en réalité virtuelle. Et en fait, cet avatar, on arrive à se projeter dedans, si bien que ce corps, le corps de cet avatar devient en fait le nôtre. Donc voilà, trois illusions, le fait d'être tout de suite à un endroit, le fait d'être dans un univers cohérent et le fait d'avoir un corps. Alors évidemment, ça fonctionne sur les sens. Alors, on pourrait faire tous les sens. Il y en a qui sont très difficiles à modéliser, voire pas du tout. Les odeurs, par exemple, on ne peut pas les numériser.
L'haptique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du contact, de la pesanteur, etc., ça, on n'y arrive pas. Et en général, on exploite le visuel. Hein. Avec un champ visuel, nous, on voit 200 degrés. Avec un casque, souvent, on voit à 100, 120 degrés. Donc, on utilise principalement notre vision binoculaire. Et puis, le son. Et alors là, on est très puissant en son, notamment en réalité virtuelle, on arrive vraiment à faire de la synthèse. Donc, on peut totalement créer un espace sonore. Et en vidéo 360, on peut aussi spatialiser le son. Et d'ailleurs, il faut le faire parce que c'est un gage de plausibilité et d'immersion. Alors, on a quelques notions clés qui vont revenir souvent. Hein. C'est celle d'immersion. Alors, effectivement, les Américains disent overwhelming, c'est être entouré par les choses, hein, donc d'être baigné dans le monde. Ça, on peut le voir comme des caractéristiques objectives du système. On peut parler d'immersivité, de degré d'immersivité. Et puis après, on a la présence, le sentiment de présence, qui est là la réception subjective du dispositif. Et ça, on peut le raccrocher à ce qu'on appelle les effets de réalité de tous les médiums. Là, je vous ai mis l'entrée du train en gare de la Ciotat, des Frères Lumière, où les gens pensaient que le train, la première fois qu'ils voyaient un film, que le train allait sortir de l'écran et allait leur foncer dessus. Et en fait, ça fait une politique du sujet et on peut avoir plusieurs positions qu'on va plus ou moins exploiter suivant l'objectif. On peut être un fantôme, hein, c'est le film Ghost avec Patrick Swayze. On est en position de témoin, on ne peut rien faire, c'est l'illustration. Noni de la Peña, journaliste et artiste américaine qui a constitué en fait des tabassages en règle par les flics. Et donc là, on est en position de témoin, on ne peut pas agir sur les situations. Alors évidemment, dans le cadre pédagogique ou de formation, on va plutôt aller vers les deux autres, hein, le centre de l'attention, c'est-à-dire que celui qui met son casque, finalement, fait partie du scénario et il est complètement impliqué. Et le degré d'action, d'implication supplémentaire, c'est le spectateur, acteur, un spectateur, c'est celui qui regarde mais qui fait en même temps. Et donc là, on va rentrer dans le domaine de l'interactivité. Et c'est plutôt vers ça qu'on va tendre si on veut en fait fabriquer de l'engagement auprès des apprenants. Alors on peut se demander, mais alors qu'est-ce que c'est que la vidéo 360 par rapport à la VR? Alors, on va être parménidien, hein, ça n'est pas. Alors la vidéo n'est pas spatialisée, il n'y a pas d'espace dans la vidéo 360. C'est juste une pellicule, hein, c'est une image, comme une projection sur un écran sphérique. Donc, on ne peut pas se déplacer dans une vidéo 360. Et même si elle est stéréoscopique et que vous bougez la tête, vous n'aurez pas de parallaxe. Ensuite, on n'a pas de corps. Donc, vous voyez que par rapport aux trois illusions, il n'y a pas d'embodiment illusion. Et ça pose des fois des problèmes. Si on essaye d'intégrer un corps, c'est une fausse bonne idée parce que ce corps ne bougera jamais comme le vôtre. Donc là, on va avoir une dissonance cognitive. Donc, on est suspendu dans l'espace, une espèce d'aleph borgésien, et des fois qui peut mettre plus mal à l'aise que la réalité virtuelle. On a de façon générale des interactions limitées par rapport à la réalité virtuelle, hein, et notamment consubstantiellement. Je ne peux pas prendre un verre sur la table en vidéo 360. Si j'ai décidé qu'en réalité virtuelle, je pouvais prendre le verre, on pourra le prendre. Et donc, ensuite, les réponses de l'environnement ne peuvent pas être génératives. En réalité virtuelle, on peut générer des événements, on peut les rendre interactifs, on peut dévier le cours de l'histoire, tandis qu'en vidéo 360, tout est préenregistré. Donc, du coup, ce n'est pas de la réalité virtuelle de ce point de vue-là. Par contre, il y a une capacité, en fait, de la vidéo 360 à être réaliste parce que c'est une captation du réel et on y est toujours sensible, hein, c'est l'idée de trace. Ça va être narratif, il va falloir raconter des histoires avec des vrais gens, en fait. Et puis, ça va être surtout aussi situationnel parce que du fait de la dimension ubiquitaire, on va se retrouver vraiment à un endroit. Et on va y croire. Et alors là, c'est là que je rentre un petit peu dans la technique. Vous avez deux types de casques. Vous avez des casques qui sont dits à 3 degrés de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez bouger la tête, hein. Gauche-droite, au bas et sur le côté, mais vous ne pouvez pas avancer dans l'espace. Ça ne traite pas l'espace. Et après, vous avez les casques à 6 degrés de liberté qui, eux, en fait, ont des caméras et ont une capacité à se repérer dans l'espace. Donc, pour la réalité virtuelle, on utilisera ces casques à 6 degrés de liberté. On y reviendra en fin de présentation, je vous ferai un petit panorama des casques. Alors, voilà. L'illustration de 3 qui vous approche de quelque chose, il n'y a pas d'espace en fait, ça vous fuit. La distance entre vous et les choses, c'est toujours la même. Tandis qu'en SIDOF,
c'est pseudo-naturel, c'est comme dans la vraie vie. Vous vous rapprochez du plat. Alors, petite typologie de la vidéo 360. Tout de suite, on va distinguer non interactive et interactive. Si c'est non interactif, ça va être linéaire, et donc ça va être un film. Si c'est interactif, ça va être non linéaire. Et donc, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de l'application interactive. Et donc là, on va avoir deux possibilités. La vieille possibilité qui vient des virtual tours, qui est une logique topographique, où on va plutôt naviguer dans l'espace, à partir de l'espace. On va visiter différents endroits. Et donc là, vous avez les vieux outils qui sont devenus modernes, notamment 3D Vista. Et puis, vous avez la logique narrative. Ça, c'est les outils plus récents de WebVR, avec, par exemple, 4 sociétés françaises qui proposent chacune un outil légèrement différent. Donc, je ne peux pas vous faire le détail, ce serait trop long. Mais avec ces solutions, on peut faire ce qu'on appelle des scénarios à branches conditionnels. C'est un peu le jeu dont vous êtes le héros. Je prends la porte A ou la porte B, je choisis la réponse oui ou la réponse non dans un quiz qui peut entraîner une variation du scénario. Donc voilà, ça c'est le point essentiel, notamment en application pédagogique. On va souvent aller vers une logique narrative. Alors, comment on conçoit et on produit? Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail forcément des méthodes de conception, mais je vais vous donner une vue globale du processus, en fait. Alors, il y a un processus très large, à mon sens, qui part, en fait, de la stratégie de learning, en fait. Souvent, c'est multimodal, c'est du blended learning, donc la vidéo 360 est une modalité parmi d'autres. Donc, il s'agit, quand on conçoit une vidéo 360, de la mettre en résonance avec d'autres modalités. Ensuite, derrière, tout de suite, ce qui arrive, c'est les objectifs pédagogiques. Quels objectifs pédagogiques je vais poursuivre? Si on ne les a pas clairement identifiés, explicités de façon simple, en général, on va rater sa conception. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va concevoir. Et là, en fait, c'est pour ça qu'il y a un cahier des charges au milieu. C'est soit on va produire nous-mêmes, soit on va commander. Donc, il y a d'un côté des spécifications générales pour faire la commande auprès d'un producteur, soit des spécifications détaillées que vous pouvez vous donner à vous-même ou que vous allez donner au producteur. Et donc là, il y aura une phase de conception dans laquelle on va rentrer plus en détail. Et après, il y a une phase de réalisation. Après, il y a vraiment une phase de déploiement. On utilise le contenu, ça c'est l'usage. Et à la fin, il faut évaluer toute sa chaîne pour la réinjecter dans la stratégie. Est-ce qu'on modifie notre stratégie, stratégie de déploiement, stratégie de conception? Alors, si on rentre un peu plus dans le détail sur les étapes de création d'une vidéo 360, on retrouvera à la fin, est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est une application? Mais globalement, partant des objectifs pédagogiques, vous allez avoir vraiment une phase. Alors, les repérages sont super importants parce que ça va souvent alimenter la scénarisation. Et dans la scénarisation, il y a vraiment 3 éléments essentiels. Le synopsis, description courte de votre film ou de votre vidéo. Le scénario, description précise avec des plans séquences parce que en fait, la vidéo 360 se tourne en plan séquence plutôt long parce que le temps d'appréhender l'espace autour de nous, on ne peut pas se permettre de faire des plans de coupe de 1 seconde, ce qu'on tolère absolument en cinéma traditionnel. Donc là, il va falloir faire des choses plus longues basées sur la mise en espace. Et puis, éventuellement, les dialogues. Et là, tout de suite, va se poser la question de savoir si vous avez des acteurs professionnels ou pas. On peut faire des dialogues pour des acteurs professionnels qui sont capables, c'est leur métier, de les interpréter. Pour les non-professionnels, il vaut mieux pas aller sur des dialogues, mais des éléments de langage et laisser une grande part à l'improvisation pour que les gens soient à l'aise. Sinon, ils vont avoir des problèmes de respiration. Et Christian connaît ça très bien puisqu'il a été acteur. Donc, si vous avez des acteurs, il faudra un casting et après, vous partez vraiment sur la phase de réalisation avec éventuellement des répétitions si vous avez des acteurs et puis le tournage à proprement parler. Et derrière ça, vous avez toute une phase de post-production. Alors, il y a la post-production vidéo avec en gros l'image et le son. Donc, quand on tourne de façon professionnelle, on a un ingénieur du son parce que le son, c'est quelque chose en soi d'aussi compliqué que l'image. Et à la suite de cette post-production vidéo, soit vous faites un film et donc vous faites un montage classique linéaire, soit vous partez sur une application 360 avec un design d'interaction. Et ce design d'interaction doit être conçu en amont
Et il faut même connaître l'outil avec lequel on va faire ces interactions pour pouvoir concevoir son scénario. C'est complètement dépendant de ça. Et après, en général, quand on a de l'interaction, on fait des tests. Parce qu'on imagine les réactions des gens et on s'aperçoit que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Et il ne faut jamais oublier non plus qu'on peut faire de la vidéo 360, mais on peut aussi faire de la photo 360. Dans certains cas, ça ne sert à rien de faire de la vidéo 360. La vidéo 360, c'est quand il y a du temps, quand il se passe quelque chose. Si vous avez juste un espace, la photo 360 fera bien l'affaire et elle est plus facile à réaliser. Alors, il faut des caméras. Un petit panorama des caméras, depuis 500 € jusqu'à 35 000 €. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas le même investissement et que plus vous allez monter en gamme sur le matériel, plus ça va vous demander d'argent et de capacité technique. Parce que se servir de la Kandao Obsidian Pro à 35 000 €, il faut être sacrément aguerri pour se lancer avec ce genre de caméra. Et alors, si on regarde le workflow de post-production, alors là, j'ai mis, vous allez avoir 3 workflows, le consumer, le prosumer et le pro. Donc, en fait, pourquoi je mets ça? Parce que ça, voilà, vous achetez une petite caméra à 500 €, vous avez un logiciel intégré et vous allez pouvoir réaliser facilement toutes les opérations. C'est un peu du push button. Derrière, vous n'avez pas besoin de grandes capacités techniques. Donc, ça veut dire que le ticket d'entrée est peu élevé et vous allez pouvoir pratiquer et comprendre le médium. Par contre, le résultat final ne sera pas à la hauteur, notamment en termes de son. Là, il y a un petit micro dans la caméra, mais c'est relativement catastrophique, surtout si on doit sonoriser des gens. Donc, vous pouvez monter d'un cran en utilisant en fait vraiment une prise de son indépendante, elle est à gauche en bas, et puis vous allez monter tout ça dans un logiciel pro comme Premiere, qui est le logiciel pour monter la 360. Donc là, tout de suite, paf, on prend un cran en maîtrise technique. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Premiere, là, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas tellement plus compliqué qu'une vidéo classique. Et par contre, il y a un trou dans les caméras, parce que les caméras faciles à utiliser comme celle-là, moi j'en ai une, des fois, elles ne marchent pas en fait. Elles ne sont pas d'une assez bonne qualité sur l'ensemble de la production. Donc moi, je ne peux pas conseiller ça, c'est un peu à pile ou face. Et après, vous avez vraiment le workflow pro, où on va utiliser en vert un logiciel Mystica VR qui est le logiciel d'assemblage, parce que vous voyez bien qu'il y a plusieurs caméras et donc il va falloir appliquer des algorithmes pour faire une image équirectangulaire. Et donc là, tout de suite, le workflow devient plus compliqué, surtout si on rajoute la spatialisation du son. D'où l'intérêt d'avoir, ou la nécessité d'avoir un ingénieur du son. Donc, si on regarde au total, vous avez en termes techniques, le tournage, il faut du matériel. La post-production, il faut du logiciel. Design d'interaction, on va dire que c'est aussi du logiciel. Et à la fin, vous avez du matériel pour diffuser. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Et pas plus tard que maintenant, parce que si on veut déployer globalement, on va utiliser des casques. Alors, le casque pas cher pour faire de la vidéo 360, c'est le seul casque 3DOF du moment. Plus personne ne fait de casque 3DOF, à part celui-là. Donc, ça vaut 300 € et ça marche très bien pour la vidéo. Mais par contre, vous ne ferez jamais de VR avec ça. Donc, si vous avez des projets où vous voulez faire de la vidéo 360 et vous vous dites « Ah ouais, mais je voudrais aussi faire de la VR », il faut passer sur ce genre de casques. Ce sont des casques autonomes, donc ils n'ont pas besoin d'ordinateur, pas besoin de ce qu'on appelle de tracking indépendant, c'est-à-dire ils ont des caméras, ils se repèrent dans l'espace et ils permettent de synchroniser vos mouvements à partir de l'espace réel dans l'espace virtuel. Et alors, si on les regarde comme ça, le casque pro par excellence cher est à gauche. Vous avez un super casque pour vous à titre non professionnel, parce qu'avec ce casque qui est pas cher, vous allez pouvoir accéder à beaucoup de contenu, beaucoup plus qu'avec les autres. Et donc, pour se familiariser avec la VR et la vidéo 360, c'est le bon casque, mais à titre personnel. Pas professionnel, parce que là, on est sur Facebook et on est sur le Patriot Act. Après, le Pico Neo 3, c'est un bon produit, hein, un peu moins bon, mais il est orange parce que c'est la Chine. Donc, c'est comme on veut. Hein.
Sinon, on attend beaucoup le casque français, hein. Il y a peu de fabricants dans le monde qui font des casques. On attend un casque français qui doit sortir à peu près maintenant et qui risque d'être une très bonne alternative. Puis ensuite, on a un produit assez spécial qu'on n'a pas encore réussi à bien évaluer, même si on vient de l'acheter. Ce sont des petites lunettes qui ont un champ de vision plus réduit, mais franchement, pour les avoir essayées, et notamment pour les enfants, c'est quand même assez sympa par rapport à un gros casque. Et puis, on est moins isolé par rapport au monde. Et on les enlève très vite. Et après, vous avez le gros matériel. Là, je ne vais pas m'apesantir, hein. Dès que vous avez du gros matériel comme ça, il va falloir un ordinateur derrière, ce qu'on appelle VR Ready, avec une grosse carte graphique. Donc, il y en a des bons et des pas bons. On va retrouver HTC qui fait globalement le meilleur matériel, mais tout de suite, voilà, ça coûte très cher, d'autant plus que, alors vous pouvez monter en gamme, hein, ça ne vous intéresse pas, c'est plutôt pour les industriels. Les casques vont de 2 000 à 5 000 euros ou à 11 000 euros. Mais surtout, il y a l'ordinateur. Dès que vous avez un casque comme ça, vous devez avoir un ordinateur. Plus vous montez en fait sur des applications gourmandes en ressources, plus votre ordinateur va vous coûter cher aussi. Même remarque pour la post-production vidéo, hein, si vous voulez faire de la post-production en 8K, et il y a sûrement des audiovisualistes qui m'écoutent, on sait très bien qu'il faut une grosse carte graphique, sinon on n'y arrivera jamais. Alors, en termes de déploiement, il y a aussi des solutions, parce que nous, en fait, là, c'est l'expérience qui parle. On a commencé il y a 3 ans à faire des sessions de formation avec 12 personnes dans des casques de réalité virtuelle. C'était un fiasco total. Les gens, ne sachant pas se servir des manettes, ils appuient sur tous les boutons parce que c'est un peu la panique. Et après, c'est le formateur qui panique puisqu'il a perdu 12 personnes à qui il passe son temps à demander « vous voyez quoi ?» Et donc, pour résoudre ce petit problème, on a développé une application qui nous permet d'enlever les manettes pour la vidéo 360. Comme ça, les gens peuvent à peu près rien faire que regarder la vidéo. Et on peut déclencher les vidéos dans les casques et surtout voir ce que voient les gens. Comme ça, on sait où ils sont, on sait s'il y a un problème. Et donc, ça nous permet de pouvoir piloter des sessions à 8 personnes tout seul, sans difficulté particulière. Et puis ensuite, du coup, on a fait aussi une valise où, globalement, il y a tous les matériels, et notamment un routeur Wi-Fi, en fait, donc il y a une tablette avec l'application, puis un routeur Wi-Fi qui nous permet d'être indépendant des réseaux Wi-Fi, et pour travailler avec soit l'éducation nationale et les établissements, soit avec des centres de formation, notamment en province, il y a rarement un bon réseau Wi-Fi. Donc ça permet d'être totalement indépendant. Les contenus sont sur les casques, il y a des vidéos 360 pèsent très lourd. Donc, si on veut essayer, par exemple, de passer par le réseau à plusieurs, mettons 8 personnes en vidéo 360, c'est foutu, ça ne marchera pas. Votre réseau va saturer. Donc voilà, ça c'est du très pratico-pratique pour le déploiement. Donc voilà, je vous ai fait une présentation rapide, un survol rapide. Bon timing, Jean, hein. Super, super intéressant. Donc oui, je vous ai aussi dit, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. On les posera à la fin des présentations. Donc merci. Et je vais laisser à Christian enchaîner sur voilà, la scénarisation et puis un use case au CNAM. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et donc, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, nickel. Donc, moi, je travaille au CNAM actuellement. Je suis expert en technologie de l'information et de la communication et je suis chef de projet technique sur plusieurs projets, que ce soit de la vidéo et de l'image 360 interactive et de la réalité virtuelle pure pour l'enseignement. Le CNAM a eu une expertise précoce dans l'enseignement avec la technologie. Pour info, en 1965, on diffusait à la télévision des cours. Donc, on a ça dans notre ADN. Et on est membre fondateur de l'Immersive Learning Lab.
auquel appartient Jean Le Borgne, qui vous a présenté précédemment les choses. J'ai mis cette slide-là parce que c'est très, très important de vous acculturer à ce nouveau médium. Et France Immersive et l'Immersive Learning Lab est le pôle en France où on peut s'acculturer à ce médium-là. Et vraiment, je vous conseille d'y adhérer, de faire adhérer votre établissement à France Immersive ou à l'Immersive Learning Lab. Alors, la réalité virtuelle au CNAM, elle a commencé en 2016-2017. Et on a développé des TP virtuels immersifs, d'abord en images et en vidéo 360, avec des TP en génie des procédés notamment et en chimie. Et là, on a fait une étape en plus, c'est qu'on développe des simulations en réalité virtuelle. Voilà, et on a développé et testé devant des étudiants des TP en réalité virtuelle, en sciences pour le nucléaire et en chimie dernièrement. Et pour l'image 360 et la vidéo 360, on utilise un éditeur qui s'appelle Uptail. Et globalement, c'est une interface web que vous avez à l'image, et on va pouvoir ajouter des tags pour les rendre interactifs. Donc, il faut faire ces prises de vue, bien sûr, en 360, et dans la post-production, on va rajouter de l'interactivité. On peut rajouter tout type d'interactivité. On peut ajouter, bien sûr, des vidéos et des images 360, mais on peut ajouter des vidéos 2D à l'intérieur. On peut ajouter du texte, on peut ajouter des images, on peut ajouter des choses comme ça. Donc, vous sentez bien que dès qu'on commence à faire de l'interactivité en image 360, il y a bien sûr une scénarisation à avoir sur les prises de vue, sur ce qu'on va faire, mais il y a une scénarisation, une scénarisation de l'interactivité qu'il va falloir développer. Et je vais vous montrer un petit exemple de ce que ça donne, parce que ces expériences immersives, elles peuvent fonctionner aussi sur un ordinateur. Et donc là, je vais lancer, si j'arrive à lancer une simulation. Hop, dans ce TP de génie des procédés, on a l'enseignante qui l'a fait a beaucoup gamifié, c'est-à-dire que les élèves ont une équation à résoudre, une expérience à résoudre, et ils peuvent voir beaucoup de choses. Ils ont du matériel à disposition, et surtout, ils peuvent chercher des indices à la bibliothèque, par exemple. Et ils vont aller dans la bibliothèque. Ils vont voir la classification périodique, ils vont consulter des choses. Ça, c'est très important dans la narration. On peut consulter différents ouvrages et puis après retourner au laboratoire pour résoudre quelque chose. On peut changer complètement. Vous voyez, on peut aller dans un autre laboratoire, par exemple, aller à Nancy chercher des résultats pour une mesure. Et on va aller à Nancy dans un autre. Donc, vous voyez, la spatialité, on peut vraiment changer de place, aller chercher des indices, regarder, ouvrir des images. Vous voyez, toute l'interactivité, elle peut se faire comme ça. C'est une expérience qui date de 2017. On peut améliorer beaucoup plus le look and feel de cette expérience-là maintenant avec Uptail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on est actif dans cette expérience-là. Et ça, c'est très, très important. Parce que, je vais reprendre ma présentation,
Hop. On est en train de faire encore cette visite virtuelle au niveau d'un projet qui s'appelle CapVR pour développer des formations virtuelles et immersives pour répondre aux besoins de l'industrie chimique et pharmaceutique. Et c'est un projet qui date sur 3 ans. Il se décompose en 2 Work Packages. Le premier dont je voulais vous parler, c'est le Work Package 1, c'est des visites virtuelles interactives pour les différentes disciplines de chimie. Et on a passé beaucoup de temps à définir des choses parce que le projet n'était pas assez cadré. Et on a trouvé un compromis sur des visites d'appareils dans différents labos. Et donc, il y a un aspect simplement découverte. Mais il n'y a pas vraiment d'aspect de gamification encore. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'un projet en réalité virtuelle, c'est d'abord une écriture. C'est-à-dire qu'un expert de contenu, un enseignant, si talentueux soit-il, s'il ne connaît pas la réalité virtuelle, s'il ne connaît pas les médiums immersifs, il ne pourra rien produire en réalité virtuelle, d'où l'importance de l'Immersive Learning Lab. Et à l'inverse, des producteurs de contenu, ils n'ont pas de compétences en scénarisation pédagogique, en progression dans l'acquisition des savoirs et des compétences. Donc, voilà, il faut beaucoup écrire avant de se lancer. Il ne faut pas improviser. C'est un média, je pense, qui, peut-être Jean me contredira, mais l'improvisation n'est pas de bonne aloi avec ce médium-là. Donc, il y a beaucoup de scénographie, beaucoup de storyboard à faire, beaucoup de design thinking à avoir. Et l'importance de se poser de bonnes questions, c'est-à-dire quels ressorts narratifs vont inciter vos utilisateurs pour aller de bulle 360 en bulle 360. Et dans l'expérience des TP de chimie, ils avaient quelque chose à résoudre. Donc, ils vont de bulle en bulle pour aller à la pêche aux indices. Ça peut être de rechercher des erreurs, ça peut être tous. Il faut avoir une idée qui va dire, qui va être commune à toutes les bulles. Je ne sais pas si je suis clair, mais typiquement, rechercher des indices, rechercher des erreurs dans des plans, c'est un bon moteur. Si c'est juste une visite dans laquelle ils vont cliquer sur « Oh, c'est quoi ce truc ? Oh, c'est quoi ce truc ?» ça ne va pas moins bien fonctionner. Et donc, les utilisateurs doivent être actifs et raisonner en verbes, c'est-à-dire quelles activités vont avoir vos utilisateurs, vos apprenants à l'intérieur. Résoudre quelque chose, rechercher une erreur, rechercher quelque chose, être actif, pas simplement passif, je vais de bulle en bulle pour voir des choses. Et donc, d'où la nécessité de bien définir préalablement les intentions pédagogiques de vos expériences. Voilà, je vous donne beaucoup de questions, beaucoup de clés à avoir avant de se lancer dans de la production de ce médium-là, mais c'est un peu l'expérience qu'on a eue au CNAM. Voilà, je vous remercie et j'espère que j'ai fait dans les 10 minutes imparties. Merci Christian. Écoutez, on va en profiter pour répondre à 2 questions. Je vois que Jean avait répondu, mais comme tu n'as répondu qu'aux conférenciers, Jean, on va reposer la question directe. C'est pas grave, on va la reposer en live. Le modèle de caméra 360 moyenne gamme, recommandez-vous quelle caméra? Voilà, je te laisse répondre rapidement à cette question. Je vais partager mon écran pour qu'on se mette dessus. Ce qu'on peut voir quand même, juste pour rebondir sur la présentation de Christian, c'est que faut vraiment penser à la scénarisation. Hein, c'est vraiment important. Tu parlais de méthode de scénarisation en co-design. Peut-être tout à l'heure, moi, je te poserai une question pour en savoir un peu plus quel est le process, parce que ça m'interroge de voir comment on peut scénariser ça en mode co-design. Pour l'instant, on va répondre aux 2 questions de nos collègues qui sont avec nous.
Voilà, la question c'était faut-il choisir en milieu de gamme l'Insta Pro 2, là, qui est en bas à droite, hein, Alors, qui avec fait beaucoup. Partage ton cette écran. remarque qui disait pardon? Il faut que tu Partage ton partages ton écran. écran. Ouais. Ah, ça c'est. J'ai pas dû partager. Ah oui, pardon, je vais pas cliquer là. Ouf. Ça va mieux? C'est bon? Ouais. Donc, en bas à droite, là, l'Insta Pro 2, la personne disait elle a un ventilateur qui fait beaucoup de bruit. Alors, ce n'est pas forcément un problème quand on a un enregistrement indépendant, en fait. On utilise rarement la caméra, le microphone de la caméra. Et moi, les réels avec qui je parle, il y en a qui sont pour la Pro 2 et d'autres pour l'Obsidianaire. Hein. C'est vraiment les deux caméras qui sont en concurrence. Celle de gauche, c'est du matériel de cinéma. Hein, elle est très chère. Et elle n'est pas utilisée, pas du moyen de gamme, hein. Mais par contre, elle était classée dans 8K. Après, vous avez les deux grosses là. En général, on commence à les sortir pour d'autres types de production, notamment la projection. Pourquoi faire du 12K? Alors, le 12K servira à un moment hein, sur les cases de réalité virtuelle dont la résolution augmente. Hein, maintenant, pour l'instant, on est à 8K. Mais sans aucun souci, on montera à 12K, mais elles sont surtout utilisées pour la projection. Ça, c'était la première question que j'ai vue. La deuxième, Final Cut, je ne pourrais pas répondre. Quand j'ai regardé, moi j'étais DaVinci, mais DaVinci ne suivait pas trop sur la 360. Et le fait est que Premiere, et notamment pour les petites caméras, là, un workflow super sympa. C'est-à-dire que souvent, en fait, je vais revenir à mon workflow pro là. Voilà, souvent, vous êtes obligé de passer par le verre, la mystique caviar pour faire l'assemblage. Sur les petites caméras à 500 €, Insta, vous avez un plugin Premiere et donc vous n'avez pas besoin de faire d'abord l'assemblage dans le logiciel propriétaire pour après l'importer dans Premiere. Vous passez directement sur Premiere et il vous assemble les images avec le plugin. Donc, c'est là que Premiere de ce que je sais, plus en avance sur la 360. Et moi, les réalisateurs avec qui je bosse sont tous sur Premiere. Et notamment, ça permet aussi le montage du son spatialisé. C'est-à-dire, l'ingé son, lui, il va faire ce qu'on appelle un mix spatialisé qui va pousser en post-production. Et donc, tout ceci va être monté dans Premiere. Donc, le son spatialisé, c'est si vous avez un son là, vous tournez la tête dans votre casque de réalité virtuelle, hein, le son, entre guillemets, se déplace. C'est plutôt vous qui vous déplacez par rapport au son, mais l'impression que ça donne, c'est que le son, au moins, il reste à un endroit bien fixe. Donc, du coup, c'est un gage de plausibilité. Et justement, suite à ça, j'ai une petite question. Le logiciel que tu nous as montré, Christian, Uptail, il rentre quand dans le workflow? Il rentre après les prises de vue. Après les C'est-à-dire prises de vue. qu'on va uploader les vidéos et les images après la scénarisation, après tout. C'est vraiment pour faire l'interactivité, pour lier tous les médias ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de vidéo 360 interactive réalisée avec une plateforme de design d'interaction? C'est que quand on scénarise, par exemple, je vais vous prendre un exemple stupide de scénario, premier espace, deux boutons, un oui, un non, et vous allez sur un autre espace A ou un autre espace B. Voilà. Donc, il y a une branche. Donc, et vous, admettons que dans ces trois espaces, il y a une vidéo 360. Donc, vous allez devoir, en gros, quand vous tournez, dire, OK, je vais tourner une séquence, un plan séquence dans l'espace le premier, ensuite un dans le A, un dans le B. Je vais découper mes vidéos et je vais les rentrer sur la plateforme d'interaction et puis après, je vais les relier par des interactions. Donc là, c'est une logique un peu de découpage. Tandis que quand vous faites un film, vous savez que vous allez avoir un montage linéaire et puis il n'y aura pas de bifurcation possible, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre avec la vidéo 360? Un des grands trucs, c'est qu'on l'arrête. On la fait redémarrer et on l'arrête. On peut très bien avoir une vidéo, quelqu'un dit quelque chose, tac, on arrête et on pose une question. Voilà. Et après, on redémarre la vidéo. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et effectivement, il faut que tout soit tourné avant. Et dans un process où, par exemple, c'est sur une commande, on a intérêt à avoir
totalement spécifier en fait ce qu'on va faire à la fin en design d'interaction, puisqu'on va commander des vidéos. Et si c'est pour dire après, ah ouais, mais je me suis trompé, il va falloir retourner, ben le Presta vous fera OK, pas de problème, sortez le carnet de chèques, j'y retourne. Et on parlera aussi à la fin de tout ça, combien ça coûte, parce que je pense que ça peut aussi intéresser les personnes. Une question de Vincent d'Almeida, du CNAM, justement, il dit « Je n'ai pas vu dans la présentation du labo de chimie la notion de vidéo. Je n'ai pas vu que des images photo 360 interactives, non. Donc, je n'ai pas vu la notion d'avance, recul dans le décor. Est-ce bien ça la différence ?» Christian, peut-être, ou Jean? Christian, vas-y. La notion Attends, j'essaie de comprendre la question de Vincent. De présentation du labo, la notion de vidéo. Si on a dans le Work Package numéro 1, on a décidé de commencer les expériences interactives par une vidéo de présentation. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, un coryphée, qui va parler et qui va présenter, voilà, le labo de chimie moléculaire. Voilà, le labo de chimie dans ce labo, on fait ça, on fait ça. Et il va partir du champ. Et là, on va rentrer dans une expérience où on va aller de bulle image 360 en image 360. On a décidé ça parce que dans les labos de chimie moléculaire et d'agropharmacie, on a des petits appareils. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on est en face de petits matériels dans lequel on veut parler, la vidéo ne se prête pas très bien à détailler une souris, détailler une tasse. Par contre, si vous êtes dans un labo de génie des procédés, où vous avez des très, très grands installations, là, la vidéo 360 prend tout son sens. Et donc, on va sûrement faire des vidéos 360 pour le Work Package numéro 1 pour ces choses-là. Ouais. Voilà. Je me demande, je pense que, comme dit Vincent, c'est la notion de photo dont tu nous parlais tout à l'heure. Donc, Oui. c'est vraiment, voilà, c'est important de le dire, c'est des images du coup 360, c'est Oui. des images et pas forcément des vidéos à certains niveaux qui sont intéressantes. Jean? Oui, donc en fait, je travaille sur le Work Package. Et donc, en fait, c'est plusieurs choses. Pourquoi des photos et pas des vidéos? Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect cloud, c'est que Aptel a une solution cloud. Donc, les photos, c'est beaucoup moins lourd que les vidéos, première. Deuxième, c'est que on aurait pu envisager d'avoir des enseignants-chercheurs qui, en vidéo 360, présentent un matériel. En termes d'organisation de tournage, c'est plus compliqué que de fabriquer des médias indépendants, c'est-à-dire d'avoir un espace vide photo où on rapporte une vidéo qui montre le fonctionnement d'un appareil. Donc, c'était plus compliqué de le faire en vidéo 360. Troisième élément, je vais revenir sur ce qu'a dit Christian. Effectivement, la vidéo 360 n'est pas forcément le meilleur moyen pour montrer le fonctionnement d'un appareil. Parce que si on fait une vidéo normale, on va avoir le droit à des valeurs de plan différentes, plan large, plan serré, et on va avoir le droit à toutes les possibilités de montage sur un workflow complètement indépendant. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, il y a des vidéos. Et pourquoi on a mis justement la vidéo du coryphée, c'est qu'on sait aussi par ailleurs que la vidéo 360 avec un intervenant qui parle directement à la caméra, donc à l'apprenant qui aura la tête dans le casque, est en fait vraiment un critère d'engagement. Ça va fabriquer plus d'engagement si on est en vidéo 360 et comme on l'a vu en termes de politique du sujet, si l'apprenant est le centre de l'attention et qu'on s'adresse directement à lui. D'accord, merci Jean. Une question juste de François sur les problèmes d'éthique de ces techniques. Est-ce que vous avez déjà des choses qui sont remontées voilà, est-ce que ces projets soulèvent certains problèmes par rapport au lien, ils parlent avec les apprenants? Alors j'imagine que c'est par rapport à tout ce qui est formateur, apprenant. Peut-être François, si tu veux nous indiquer un peu plus de détails sur ta question. Quel problème éthique exactement, mais est-ce que vous, déjà, vous avez eu des problèmes éthiques
par rapport à ça? Moi, les seuls problèmes éthiques que je vois, et c'est des questions qui se poseront plutôt pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire que toutes les questions d'identité, sachant qu'on peut être dans des univers à plusieurs, euh, on peut se faire passer très vite pour quelqu'un d'autre dans ces univers-là. Ça, je prends une personne en photo, j'arrive à avoir son clone en 3D assez facilement. Et, Ouais. et donc, et ces questions-là ne sont pas encore résolues. Ok. Bah, Oui, en fait, je pense qu'il y a des choses il y a, il y a- Ouais. il y a vraiment une question éthique. Et alors là, je renvoie tout le monde à la charte éthique de la VR, Mm. écrite en 2019 et réactualisée depuis, qui pointe le type de problème éthique qu'on peut avoir. Euh, donc là, il faudrait rentrer dans ce qu'on appelle la valence du contenu. Est-ce qu'on a un contenu à valence négative et le fonctionnement et l'impact en fait de la réalité virtuelle sur ce qu'on appelle l'unité phénoménale du soi. Et cela dit que globalement, la réalité virtuelle, parce qu'on peut produire des thérapies d'exposition pour guérir les phobies, l'autre côté du biface, c'est qu'on peut traumatiser les gens. Et en particulier, ceux qui souffrent de problèmes de perception d'eux-mêmes dans l'espace et dans le temps. Donc ça, c'est le cadre général. Mais ça dépend de la valence du contenu. C'est sûr qu'un Pokémon et un clown cœur, c'est pas pareil. Donc, on peut traumatiser des gens. Et ensuite, le problème éthique que ça va poser, c'est que, en fait, les organisations doivent prendre la mesure du problème et notamment, ça doit passer par la médecine du travail. Et alors, pour l'instant, on n'y est pas du tout, mais à un moment, il faudra y aller. Par exemple, les personnes épileptiques, on ne les met pas dans un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est ce que nous, on fait en formation de médiation, hein, c'est arriver à poser le cadre. Ensuite, on dit libre engagement, consentement, c'est-à-dire que comme c'est une modalité parmi d'autres, il faut toujours se donner la possibilité d'avoir un contenu de substitution, ne pas obliger les gens à mettre la tête dans un casque VR. Si Voilà. tu peux nous mettre en lien, Jean, un lien vers cette charte, justement, ce serait super. Tous les conférenciers et participants, ce serait top pour qu'on ait cette charte. Maintenant, une question un petit peu. Donc là, c'est vrai que Branca demandait s'il y avait des expériences et donc du coup, Jérémy a répondu qu'à l'INSPE de Strasbourg, compte produire des vidéos d'observation en classe 360. Mais est-ce que vous connaissez d'autres exemples d'usage en réalité virtuelle pour les formations professionnelles des futurs enseignants, professeurs des écoles? Est-ce que vous avez pratiqué des exemples comme ça, Jean et Christian? Alors, je n'ai peut-être pas bien compris, des formations pour les enseignants? Alors, pour les formations professionnelles des futurs enseignants et professeurs des écoles. C'est-à-dire que là, c'est pour former, j'imagine, dans le cadre des formations professionnelles des futurs enseignants et professeurs des écoles. Donc, c'est pour ça que du coup, Jérémy a parlé de l'INSPE de Strasbourg qui compte produire des vidéos d'observation. Donc, c'est juste pour savoir si, Jean et Christian, vous aviez des exemples, vous travaillez avec des INSPE, peut-être, ou pas forcément. Non, pas de Mais mon donc, côté. du coup, Branca, je te laisse prendre contact avec Jérémy Baudet. Avant de finir, juste si on peut parler des points un petit peu pratico-pratiques. On en a parlé quand on préparait un petit peu le webinaire. C'est intéressant tout ça, mais comment on peut mettre ça en place? Est-ce que quel coût ça peut avoir? Est-ce que c'est l'externalisation? Est-ce que comment, quand on a envie de monter un projet, comment on fonctionne? Christian, tu nous parlais tout à l'heure que vous avez répondu à des appels à projets. Est-ce que c'est des sommes intéressantes? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces sommes-là? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment on répond à ce genre d'envie d'avoir un projet et comment on fait appel à vous, Jean, justement? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut faire des liens pour les personnes qui auront envie de mettre en place des choses dans leur typiquement, moi, je vous conseille d'adhérer à France Immersive et à l'Immersive Learning Lab, de vous acculturer déjà à la réalité virtuelle et aux images 360.
Ne restez pas seul. Après, c'est sûr que certaines personnes disent que ça coûte énormément d'argent, mais je pense que ce sera un bon investissement parce que d'ici 3 4 ans, et nous, c'est le pari qu'on fait au CNAM, beaucoup de personnes auront des casques de réalité virtuelle, des choses comme ça. Euh, Mark Zuckerberg ne va pas claquer des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards, Milliards. des milliards, hein, on est bien d'accord, dans les années qui viennent, pour ne pas avoir un retour sur un investissement. Et donc, c'est maintenant qu'il faut s'acculturer à ce médium-là. Après, ben voilà, on essuie les plâtres là actuellement, et je vous conseille d'essuyer les plâtres plutôt que de sortir un très gros carnet de chèques quand le marché sera très très mature, et voilà. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure, donc Christian, je reviens sur la scénarisation, peut-être déjà avec des choses, on peut essayer de faire des scénarios. Tout à L'agent, fait. il nous a montré ben voilà, au moins de se tester. On peut se tester avec du matériel. J'ai l'impression, hein, je dis peut-être Oui, n'importe oui. quoi, mais peut-être avant de se lancer dans des gros projets, je ne sais pas si le conseil ce serait pas d'essayer de tester des petites, voilà, des petites choses C'est en exactement testant ça. le scénario et la scénarisation. Donc, Tout à fait. voilà. Ouais, Jean? Alors oui, oui, oui et oui. Il vaut mieux en fait tâter du médium immersif et en fabriquer soi-même. Alors c'est évident que pour des gens qui sont déjà avec des caméras et qui connaissent Premiere, etc., ça va être beaucoup plus facile. Mais avec peu d'investissement, on peut quand même essayer de se mettre dedans en fait, hein, de produire des images, des scénarios et de vraiment tâter du médium. Comme ça, après, même si on fait un projet de commande, on saura de quoi on parle. Et pour vous donner une idée de coût, nous, là, on fait de la production exécutive sur des vidéos de découverte métier, donc avec la région académique d'Île-de-France ou avec des cités des métiers. Un métrage de 7 minutes en 6 plans séquences coûte 20 000 euros. Oui, donc c'est clair que peut-être qu'avant, il faut bien savoir ce qu'on veut faire. Et juste, moi, j'avais une question, c'est la différence entre la stratégie learning et les objectifs pédagogiques. Genre, j'ai pas. Alors, la stratégie est au-dessus, c'est-à-dire les objectifs, ça va être pour un contenu en particulier. La stratégie est plus globale. Globalement, vous avez vos objectifs, vous faites votre contenu, vous allez l'exploiter en session. Là, vous allez pouvoir avoir un retour d'usage. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que les 20 000 euros là, que vous avez mis les valent? Pourquoi pas? Et puis, ça permet ensuite de dévier une stratégie, de se dire, ah, mais non, moi, je ne veux pas mettre 20 000 euros. Je vais plutôt former quelqu'un pour faire mes contenus. Après, sur la dimension des coûts, des plateformes comme Uptel, alors là, j'insiste, peuvent être chères parce qu'elles visent des grands comptes. Donc, eux, ce sont des gens, certains méchants diront qu'ils vendent du serveur, mais en fait, ils fonctionnent au nombre de vues des expériences. Ils sont un peu en pay-per-view. Et tandis que si vous allez sur des choses comme 3D Vista, c'est une licence. Vous payez 500 euros et vous ne payez plus rien du tout. Et vous pouvez surtout choisir, par exemple, de le mettre sur serveur, mais les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'être pieds et poings liés avec les serveurs du prestataire. Ou vous pouvez carrément, c'est encore mieux en vidéo 360, les mettre en local sur le casque. Et donc, vous n'avez plus de problème de réseau. Ouais, non, c'est important, ouais, ce que tu dis. Je pense que du coup, ça, c'est peut-être aussi des réponses qu'on peut avoir en adhérant à l'association ou sur un site ou comment ça se passe si on veut en savoir plus. Et j'imagine que ça se passe comme ça. Peut-être, Jean? Nous, globalement, oui, on a en gros en fait, il suffit d'aller voir sur le site i2l.fr, hein,
l'offre de formation est complètement décrite. On a en fait un cursus, en gros sanctionné par badge de compétences, et on a un combo comme ça où on fait acculturation, maîtrise technique du casque autonome, sécurité sanitaire et médiation. Donc, globalement, ça, c'est 4 badges de compétences qui en fabriquent un cinquième. Et donc, quand on passe pas plus une formation spécifique sur la vidéo 360, qui est plutôt une formation généraliste, parce qu'après, si on veut se lancer vraiment dans la vidéo 360, on peut toujours aller du côté des Gobelins. Ils ont une formation d'1 semaine qui est destinée plutôt aux gens vraiment qui vont fabriquer plutôt des pros, en fait. Et donc, bon, qui à mon avis, moi je ne l'ai pas faite, mais qui à mon avis pas mal. Et les problèmes, en fait, de déploiement, on les voit pas mal en médiation, en fait. Par contre, ce qu'on ne fait pas, c'est comment j'écris mon scénario. Ça, on n'a pas de cours, nous, sur écrire son scénario. Ça existe quelque part ou pas encore? Voilà, c'est encore une scénarisation. Ça n'existe pas vraiment en tant que tel sur l'interactif. Ça va exister, justement, c'est pour ça que je parle des Gobelins, sur réaliser un film 360. Ça, oui. Mais une formation où il y a en plus la plateforme d'interaction, parce que vous voyez qu'il y en a plusieurs, elle ne fonctionne pas pareil. Donc, à chaque fois, c'est un réapprentissage sur une plateforme donnée. Donc, une fois qu'on investit sur une plateforme, on a tendance à y rester, sinon il faut réapprendre. Et là, ce n'est pas évident de prendre la bonne. Là, il y a vraiment… elles n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner 2 exemples de différence. Si vous prenez Wixar ou bien Uptail, quand vous allez faire votre design d'interaction, c'est-à-dire placer vos points dans la vidéo 360 degrés ou la photo, vous le faites en réalité virtuelle. Les autres, non. C'est-à-dire, vous le faites sur votre PC, vous êtes obligé d'aller voir, mettre la tête dans le casque, ah non, c'est beaucoup trop près, là, mon hotspot est beaucoup trop près. Donc, d'autres, par exemple, comme Vonda VR, vous permettent d'être à 20 dans la même vidéo. C'est-à-dire d'avoir une utilisation en groupe de la vidéo 360. Ou Wixar, on le fait aussi. Donc voilà, si vous voulez intégrer des objets 3D, ah bah, c'est Sphere en fait qu'il faut utiliser. Donc voilà, il y a tout un panorama comme ça, des fonctionnalités. Ce qui compte vraiment, c'est les fonctionnalités. Et il faut arriver à repérer les fonctionnalités de base qui vous permettent simplement de raconter l'histoire que vous voulez raconter. Mais voilà, et au niveau des scénarios, tu vois, au niveau des scénarios, à titre d'exemple, pour les simulations en réalité virtuelle qu'on est en train de développer avec une société comme Nimbus ou Reka, ou il y en a plein d'autres sur le marché, on est déjà à 50 pages de scénarisation dans lesquelles on décrit l'interactivité. Pour les scénarios du Work Package numéro 1, on est à 70 pages déjà. Ouais, c'est intéressant. Donc, Vincent, il parle de… Ouais, au niveau du scénario, tu peux nous montrer un petit détail? Et après, on va devoir conclure, mais c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que c'est une écriture qui est plutôt linéaire quand même? C'est comme j'imagine quand même qu'il y a un scénario, ou est-ce que c'est une écriture qui peut être, c'est assez simple. on va dire, par ramification? Je vais essayer de trouver très rapidement non, c'est assez basique. Hein. C'est-à-dire que je vais, hop, ici, là, sur Geste VR, les spécifications techniques, bien sûr, on a plusieurs versions. Bon, là, c'est relativement simple parce qu'il n'y a pas de conditions. Ouais. Mais globalement, on décrit, on débriefe, on décrit qu'est-ce qui va se passer, la mise en danger. On a plusieurs niveaux, donc qu'est-ce qui se passe en niveau débutant, qu'est-ce qui se passe en niveau avancé, qu'est-ce qui se passe en niveau expert. Et puis, une étape optionnelle, c'est tout le temps très, très linéaire. Vous voyez, c'est dès qu'il y a une branche, on écrit ce qui se passe dans une branche. D'accord. Et voilà. Et puis après, on catégorise. Mais en fait, souvent, il y a le scénario, ça consiste à décrire les interactions possibles. Et les interactions possibles dépendent, en gros, d'une grosse branche. Là, par exemple, sécurité. Vous avez une thématique sécurité.
Vous avez un espace, vous allez réutiliser cet espace dans une autre thématique. Mais dans la thématique sécurité, vous voulez faire apparaître quoi comme risque? Comment vous allez traiter le risque? Comment on va le découvrir? Comment on va être évalué? Donc, finalement, après, il n'y a pas de ramification d'écrire, il n'y a pas d'outil particulier de visualisation de ces ramifications. D'accord, oui, ça Par reste une contre, écriture linéaire, oui. alors, elle est pas linéaire non plus, en fait, hein, puisque comme on est sur de l'interactif, là, il n'y a pas forcément d'option. Et si vous allez, par exemple, sur une plateforme d'interaction comme Uptail, Uptail vous donne une visualisation de votre arbre de décision. Donc là, vous avez des visualisations, mais qui sont fabriquées par l'outil lui-même. Alors, vous pouvez très bien, vous les fabriquer vous-même. D'accord, ok. D'accord, ben merci, on va devoir s'arrêter là. On a envie d'en parler encore longtemps. Donc peut-être que l'idée de si ce webinaire vous a intéressé, on peut continuer avec sur d'autres sujets, rentrer précisément dans d'autres sujets. N'hésitez pas au niveau d'Anstia à nous faire remonter des besoins, que ce soit en formation dans ces sujets-là. Vous avez vu, il y a des formations qui peuvent exister, ou encore des envies de webinaire, peut-être un webinaire plus pointu sur la VR, un webinaire très pointu, un peu démo sur 360. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter à Contact Anstia ou là, tout simplement, nous faire remonter votre avis dans le chat. Je vais vous remercier, Christian et Jean. Vas-y, Jean. Juste une remarque. Moi, je me plais à citer Sartre, mais pas sur le côté existentialiste. Hein. Sartre, il disait « le jazz, c'est comme les bananes, ça se mange sur place ». Alors, la VR, faut en faire. En fait, il ne faut pas rester dans le discours. Il faut mettre la tête dans le casque et tester beaucoup de contenu. C'est pour ça que l'Oculus Quest, qui n'est pas un bon produit professionnel, c'est pas cher. Et à partir de là, vous pouvez accéder à beaucoup de vidéos 360 de qualité et à des contenus VR, même en démo gratuit. Ouais. Merci, Jean. Ouais. Je ne plus sois, Jean. Faites-le. Oui, donc c'est ce qu'il faut retenir quand même. Je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a deux choses. Il y a la notion de scénario, de bien savoir où on veut aller, et puis de pouvoir le tester. Et je vous remercie pour toutes ces approches super intéressantes et instructives. Donc, on va devoir se quitter maintenant, puisque déjà on a dépassé de 10 minutes. Mais c'était notre dernier webinaire de l'année 2021. Donc, on se retrouvera à la rentrée donc avec un webinaire donc le 20 janvier Interasso, donc avec nos associations partenaires donc du CUM et du CIR et Anstia sur l'impact, c'est la suite, l'impact de la crise. Et là, on va parler de l'impact de la crise sur l'accompagnement et l'accompagnement du coup soit de nos ingénieurs pédagogiques ou de nos audiovisualistes. Donc, on vous donne rendez-vous le 20. Et bien, bonne fête. Merci Arnaud et merci pour vos retours. Merci beaucoup encore à Christian et Jean et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour d'autres webinaires. Merci, au revoir.